Salut les copains. Salut tout le monde. Bonjour Salut. Alan, bonjour Elliot. Salut tout le monde. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est le 6e épisode de Époque, autour de la table. Yes. Avec moi, comme d'hab, j'ai Alan. Alan. Et pour vous notre servir. invité du jour n'est autre que Elliot, a.k.a. E-Kane, qui est un artiste pluridisciplinaire, on peut dire, On peut dire ça, ouais. que j'ai rencontré il y a quelques années, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Comment tu vas, Elliot ? Ça va super. Un petit peu stressé par cet exercice de podcast, mais je pense que ça va aller. Et content d'être ici. T'inquiète, ça va super bien se passer. On va commencer, comme d'habitude, par parler des nouvelles du marché, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Comme tu n'es pas un expert, tu ne regardes pas le marché tous les jours, je vais tâcher, de toute façon, c'est toujours ce que je tâche de faire, de simplifier au maximum. Et bien sûr, si vous avez envie de réagir, de poser des questions, Yes. de donner votre avis, n'hésitez pas, c'est toujours pertinent. Allez, c'est parti. Il s'en est passé des choses. Comment est le marché ? Il a pris un peu cher. Ouais. Ce matin, il a pris cher. Est-ce que vous savez ce qui se passe ? Moi, personnellement, pas trop. Ça doit être encore lié aux États-Unis, etc. Ça doit être lié, j'imagine, aux décisions que Trump a données il n'y a pas longtemps, du style les taxes avec le Canada, la Chine et l'Europe. Là. Enfin, l'Europe, c'est pas encore fait, mais il en a parlé, quoi. Moi, je crois que c'est plus ça. Donc, on est dans le fondamental plus qu'autre chose, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on en parle beaucoup dans les podcasts d'époque de Yes. Trump. Même toi, Elliot, t'as pu remarquer que Ouais. c'était même souvent le titre de nos podcasts, puisque il est venu un peu jouer les troubles faits. En tout cas, il est venu prendre un rôle central au niveau de l'économie, et ça se ressent. Donc on a eu l'occasion de parler dans le dernier épisode, et on va pas revenir dessus, sur toutes les nominations Yes. qu'il a faites notamment. Pour te résumer, l'administration Biden était anti-crypto. Maintenant que Trump arrive, avec toutes les personnes qui l'associent à son gouvernement, eh bien, ça fait rentrer beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus pro-crypto. Et donc, on va probablement, et on est déjà en train d'assister à une série de mesures et de règles qui sont modifiées pour faire en sorte que le marché de la crypto-monnaie soit plus compétitif. Mais pas seulement, on a aussi, comme Alan l'a dit, l'instauration des tarifs douaniers qui, en gros, sont en train de causer une énorme incertitude sur les marchés mondiaux. Et donc, en vrai, il n'y a pas que la crypto qui crache. Tout est en train un peu de se casser la gueule. Les investisseurs, les petits comme les gros, des risques. En gros, avec les tarifs qu'il a instaurés, on peut s'attendre à ce qui stimule l'économie américaine. Bizarrement, stimuler l'économie américaine, ça voudrait dire un peu affaiblir le dollar. Ce qui mécaniquement renforcerait l'euro. Ça désavantagerait les exportations européennes puisqu'elles deviendraient plus chères, et donc ça pousserait encore plus de stimulation sur le marché américain. Et donc je pense que les investisseurs, petits comme gros, sont en train d'essayer d'anticiper tous ces mouvements, de se mettre à l'abri, d'investir notamment dans l'or qui a retapé un ATH, lui par contre, il y a très peu de temps. Seul l'avenir nous dira comment va se dérouler le plan de Trump. T'as vu qu'il avait sorti sa propre crypto-monnaie ? Ouais, ça j'ai vu. Mais on n'en avait pas parlé, c'était après Non, le en dernier fait, c'est épisode ça qui est très drôle. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne savent pas, le 18 ou le 17, donc quelques jours avant de devenir président, on a un meme coin. Donc ça aussi, on en a déjà parlé dans diverses émissions. Un meme coin ou un shitcoin. Elliot, tu sais aussi ce que c'est. Ouais, j'en ai acheté un petit peu. Ouais, forcément, tout le monde en a déjà acheté un petit peu. Et donc, ces mêmes coins, qui sont des jetons qui n'ont aucune utilité fondamentale, apparaissent sur le marché. Il y en a des centaines, des milliers. Sauf que le 17 janvier, c'est Trump qui a décidé de sortir le sien. Son même coin, ouais. Et donc, on a eu vraiment 36 heures où C'est abusé. toute la liquidité est partie sur Solana et sur ce même coin. Parce qu'en plus, il a été intelligent. Il a utilisé une application qui s'appelle Moonshot. Et donc, vous, moi, n'importe qui ne connaît pas la crypto, en fait, en allant sur le site de ce même coin,
Il l'avait tweeté, je crois. Il l'avait tweeté, il l'avait partagé avec ses propres réseaux sociaux. Et donc, on savait que c'était lui. Tu avais une application qui s'appelait MoonPay que n'importe qui pouvait télécharger et acheter ce même coin avec une carte de crédit, en fait. Ah ouais, ok. Donc, c'est-à-dire qu'on était à un point où Tout le monde avait accès. tout le monde est rentré dedans. Évidemment, il y a différentes manières de voir ça. Moi, je trouve que ça apporte pas de crédibilité, personnellement. À Trump, tu veux dire Ou à la Trump, crypto, ni à l'écosystème. Trump, malheureusement, ça montre que lui, il a bien compris dans quel monde il joue et qu'il est probablement très bien conseillé, malheureusement. Ouais. Et c'est quoi le but de Trump quand il lance ce même coin? C'est une popularité ou alors c'est pour faire de l'argent ou c'est pour faire parler ou Alors, justement, on ne sait pas, Ok. mais c'est probablement tout à la fois. Ok. Dans le sens que quand il a fait son token, il a relâché que 20% Ouais, voilà, j'allais dire. des tokens. Ah, ok. Donc tu sais comment fonctionne un peu le... Ouais. Donc le- ils ont 80%. Voilà, c'est ça. donc ils ont libéré, ils ont vendu 20% de la supply et ils ont gardé 80% pour eux à être libérés sous des termes un peu flous pendant 3 ans. Eux ont aussi acheté beaucoup de tokens via des sociétés interposées, des portefeuilles interposés, enfin il y a plein de... Dans ce 20%. Dans ce 20%, Dans ce 20%. ils ont été achetés. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont revendu de leurs 80%, mais ils ont gagné des millions de dollars. Le fait des 80-20% là que tu expliquais, c'est intéressant de voir ça, je pense, dans un sens où, en fait, pour répondre à ta question, le but, moi je pense, encore une fois, je ne suis pas dans sa tête, mais c'est purement se faire des sous. Le fait de posséder quasi toute la supply, voire toute la supply, on va pas se mentir, en fait, c'est comme si toi, tu mettais de l'argent dans son portefeuille à lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a géré ça en mode, vas-y, voilà, notoriété, je sais qui je suis, nouveau président des États-Unis, je profite de ça, je lance un même coin. Ce même coin, j'en ai bien plus, enfin, en tout cas, il a la majorité dans sa poche, quoi, vu qu'on parle de 80-20. Les gens, ils achètent, ça spécule à balle. Et là, en l'occurrence, le mec, s'il veut, il revend son portefeuille en soi et il se fait plein de thunes, quoi. Donc, en gros, je pense que c'est un peu son portefeuille crypto qu'il a créé tranquille avec toute sa notoriété. Il a son coin à lui qui possède à grande majorité. Et s'il y a besoin, il revend, quoi, tu vois. Après, là, moi, le problème, c'est que là, on parle quand même d'un président. S'il revend tout, etc., enfin, voilà, beaucoup de gens peuvent se dire, mais attends, c'est quoi ce mec, quoi, tu vois. Donc, je vois pas trop son intérêt à le faire, mais par contre, je pense que ça reste un businessman et qu'il aime bien tenir un peu les gens par les couilles. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ce qu'il a montré aussi un peu en faisant ce coin, c'est que finalement, l'écosystème n'était pas si crédible que ça, Ouais. et que lui, en fait, pouvait jouer les troubles faits comme il en a envie. Et là, littéralement, c'est ce qu'il a fait, puisque pendant que ce Trump coin est en train de performer, tout le reste du marché était dans le rouge. Et donc, ça voulait vraiment dire, OK, toute la liquidité est en train de passer de tout le reste des coins vers Solana, parce que Solana était la blockchain qui alimentait ce Trump coin, et vers le Trump coin. Et donc, ça montre en fait, OK, vous êtes là pour la tech, vous êtes quand même peut-être là pour le profit finalement. Ouais, c'est ça. Donc, à voir les effets à long terme et effectivement, qu'est-ce qu'il va faire avec sa supply, etc. Mais en tout cas, c'est clair qu'il a fait un coup de poker assez impressionnant et que maintenant, il a des cartes en main en plus qu'il n'avait pas alors qu'il est déjà président des États-Unis. Ouais. Mais maintenant, il est président de la crypto aussi parce que c'est vraiment ce qu'on peut... Ouais, on peut le dire. On peut le dire, les yeux de l'écosystème sont rivés sur lui, sur ce qu'il va faire. Là, il est en train d'essayer de favoriser beaucoup les investissements justement sur son territoire. Et donc, là même en Europe, on est en train de se dire, est-ce que tous les capitaux vont pas fuir finalement vers les États-Unis? Et comment est-ce qu'on va réagir à ça? Pour l'instant, je pense que l'Union européenne ne le sait pas trop. D'autant que vous connaissez Madame Lagarde, donc, qui est la directrice de la Banque Centrale Européenne, qui a dit quelques jours après ça, ah non, les banques centrales européennes ne posséderont jamais de Bitcoin dans leurs réserves. C'est faux. Voilà. Faut savoir que le jour même, Ouais. la Banque Centrale tchèque a proposé une résolution. C'est pas, ils ne l'ont pas encore voté, mais ils ont proposé, ils ont dit, OK, nous, je pense qu'on va investir 7 milliards dans le Bitcoin pour le mettre dans nos réserves. Donc, en fait, on ne comprend pas trop ce qui se passe en Europe. Je me posais un peu la question et je n'ai pas eu la réponse, mais est-ce que la Fed doit aussi concilier les besoins des 50 États des États-Unis, alors qu'ici, la Banque Centrale Européenne, ça, on sait qu'elle doit essayer de
de rassembler les intérêts de tous les États ensemble. Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'on n'aura pas la réponse non, tout de suite, quoi. Effectivement, mais on voit en tout cas que, comme on le disait dans l'autre épisode, on est vraiment en train d'arriver sur un côté hyper dérégulé aux US, où ça va vraiment être le Far West à fond, et un côté très conservateur et vieillot en Europe, où on prend peu de risques et où les risques sont pris localement, mais il n'y a pas une volonté d'avancer ensemble vers quelque chose qui va stimuler la crypto-monnaie, plus de la museler, notamment parce que quand elle a dit pas de Bitcoin, il faut qu'on accélère la création d'un organisme central pour une monnaie numérique, ce que Trump a d'ailleurs lui interdit. Ouais. Il a dit non, nous il y aura pas, donc on sait, donc on se dit ok, il veut vraiment mettre l'accent sur les vrais cryptos qui existent et pas créer son propre sa monnaie numérique américaine. C'est ça, comme ça se passe en Chine et comme l'Europe envisage de le faire. Il a signé des décrets pour faire des US la capitale mondiale du BTC et de l'IA. Donc il est vraiment dans une logique où il veut stimuler tout ça. Est-ce que vous connaissez Ross Ulbricht ? Non. Non. Ça vous dit quelque chose, Silk Road ? Ah oui, qui a été libéré par C'est ça. Trump. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Maintenant, j'avais pas le nom, mais je vois. C'est le gars du Capitole. 12 ans plus tard, non ? Ah non, c'est pas ça ? Non, c'est pas le gars du Capitole. Ah, C'est merde, Silk ok. Road, le... Silk Road, c'était la plus grosse marketplace du Darknet. Ok, Donc, je connais pas. Ok. Celle D'accord. sur laquelle tu pouvais acheter aussi bien de la drogue que mettre un contrat sur la tête de quelqu'un, acheter des armes, acheter des trucs normaux aussi. Enfin bref, c'était une des premières plateformes de paiement Bitcoin en fait. Ok. C'est pour ça qu'elle a été connue. Je sais plus, c'est effectivement il y a très longtemps, tu as dit 12 ans, je 12 crois. ans. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je pense qu'elle a fermé en 2013, donc ça correspond assez. Donc ce mec s'est fait surveiller d'abord et puis arrêter de manière... c'était une opération militaire pour l'arrêter parce qu'il fallait l'arrêter tant qu'il avait son ordi ouvert. Parce que comme c'était un pirate et un as de la cryptographie, en fait il suffisait qu'il appuie sur une touche pour bloquer tout son ordi et on pouvait pas prouver qui on savait qui il était. Donc il y a, je pense, il y a multiples histoires, mais moi celle que j'aime bien c'est celle de Hard Disk. Donc je vous invite à aller écouter pour avoir l'histoire plus précise. Mais donc c'était un truc de fou au moment où il s'est fait arrêter. Il a passé 12 ans en prison parce que donc il a été accusé de trafic de drogue, de tout ce que permettait de faire son site. Il faut savoir que c'était devenu une figure du mouvement libertarien. Donc le mouvement libertarien aux États-Unis, c'est un mouvement de pensée qui dit que en fait l'État a rien à dire sur rien et donc tout le monde en fait peut faire ce qu'il veut, j'imagine. Dans une certaine mesure, je ne suis pas spécialement intéressé au sujet, mais donc c'est une figure de ce mouvement libertarien qui prône le non-interventionnisme de l'État. Et donc il le plébiscitait souvent, il demandait sa libération. Et Trump, pour se faire élire, il s'est appuyé beaucoup sur le mouvement libertarien. Donc, pour joindre les actes homo, peu après sa nomination, ça arrive tout le temps aux États-Unis, quand les présidents prennent le pouvoir, ils accordent tout un tas de grâces présidentielles à des partisans, à eux, à des proches, peu importe. Et donc là, ils ont dit, ok, Ross Ulbricht, on va le libérer. Putain, c'est ouf. Alors qu'il a brassé, il a gagné plein d'argent du fait d'activités illégales. Et donc il s'est fait libérer. Mais en plus, Kraken, basé aux US, ils lui ont envoyé... Un CDI à temps plein. Non, encore mieux que ça. Ils lui ont envoyé 50 salaires, je crois. Ah ouais ? Ouais, histoire pour qu'il puisse se remettre en selle, quoi. Mais c'est pas tout. Putain, c'est ouf. Parce que Ross Ulbricht, forcément, il retrouve la liberté. Et lui qui était intéressé par la crypto-monnaie, par la blockchain, Il lance son même coin. Exactement. C'est ça. Il va sur pump.fun. Oh là là. Il lance son propre memcoin. Est-ce que tu connais la plateforme pump.fun ? Mais t'en parlais, non ? Sur ETH, il fallait coder des smart contracts, etc. Maintenant, sur Solana, tu as une plateforme qui s'appelle pump.fun. Ok. En gros, tu vas dessus, tu choisis une image, tu choisis un nom, tu choisis le nombre de tokens que tu vas émettre. Alors voilà, tu remplis un petit formulaire, tu payes ta transaction et ton token existe. Donc en gros, tu peux C'est créer quand même des tokens, effrayant. Asher disait que d'ici 2030, il y aurait genre 30 000 fois plus de tokens et que donc le marché va
probablement beaucoup moins bouger parce qu'il y aura trop de tokens. Mais en fait, il y a toujours eu énormément de tokens qui ont été créés. Juste maintenant, ils sont beaucoup plus faciles à créer. Donc, effectivement, ça augmente exponentiellement. Mais tous ces tokens meurent. Donc, en vrai, il n'y a pas vraiment plus de tokens utiles sur le marché. Il y a juste une création de tokens éphémères, 1000, 2000, 3000 par jour. Nouvelles cryptos qui arrivent. Si tu regardes, maintenant, il y a, je pense, 10,9 millions de cryptos qui existent. C'est énorme. Des millions de cryptos. Les millions de cryptos. Tellement il y a eu de shitcoins qui ont été créés. Et en fait, là, on nous dit que d'ici très peu de temps, il y en aura 300 millions. Ah ouais. Mais dans ces 300 millions, il y en aura toujours que 300 qui seront intéressantes, quoi. C'est un peu à relativiser. Effectivement, il y a de plus en plus de tokens qui se créent, mais c'est juste que la facilité de créer des tokens, en fait, est maintenant... Ce serait intéressant d'avoir combien d'entreprises dans le monde sont créées chaque jour, et voir chaque jour combien de tokens, parce qu'au final, c'est pas du tout la même chose, surtout que là on parle de shitcoin et tout, mais c'est un peu ça l'idée, quoi, hein. C'est créer un écosystème qui rapporte de l'argent, etc. Donc on peut potentiellement comparer ça à une société. Mais c'est vrai que cette stat serait intéressante peut-être pour le prochain épisode. Donc sinon, Pump.fun, du coup, cette fameuse plateforme, elle est en train d'être vachement dans la sauce parce qu'elle a généré plus de frais que Ethereum sur 24 heures il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Donc juste une plateforme sur Solana qui génère plus d'argent en frais de transaction. Putain, c'est ouf. Que toute une blockchain, enfin que toute la plus grosse blockchain de smart contract. Bon, c'est pas comme ça tous les jours, mais en tout cas, il y a eu ça. Mais ils se prennent aussi pas mal de sauces. Donc là, il y a des class actions, des actions groupées aux États-Unis qui sont lancées contre la société, des gens qui s'estiment lésés et qui se rassemblent pour réclamer l'argent perdu. Ça, on suivra évidemment, je vous en donnerai des nouvelles. Et on a aussi, vous connaissez Elon Musk? Non, c'est pas le frère de Elon? Non, c'est pas le frère. C'est le fils? C'est un compte Twitter. Non, c'est le père de Elon. Ah, ok. Et donc, le père de Elon, il a aussi découvert Pump.fun, hein, évidemment. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je veux lancer mon think tank. Et pour ça, je vais lancer mon meme coin. Donc, il a lancé le Muskit. Il a fait un peu le même parcours que tous les meme coins. Donc, une grosse explosion, un gros crash, et puis c'est reparti. Là, j'ai pas regardé, mais donc c'était assez marrant. J'ai oublié de vous expliquer pourquoi est-ce que le token de Trump avait dumpé. C'est pas à cause de sa femme, là. Ouais, c'est parce qu'ils ont sorti le Melania. Ah. Et donc deux cryptos, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ils ont sorti le Melania juste après. Et là, en fait, les marchés ont dit, oh, frère, tu te fous de notre gueule. Tu vois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quoi. Ça explique un peu ce truc-là. C'est que la crypto, c'est aussi une communauté. Il y a beaucoup de gens, etc., qui comprennent aussi le système, qui comprennent un peu ce truc-là. Et c'est en faisant ça qu'il va se décrédibiliser, quoi. Tu vois. Exactement. Il pouvait attendre 3-4 mois, quoi. Attends un peu, mec. 2-3 jours. Ouais, c'est ça. Non, là, ils ont exagéré. Et donc, vraiment, c'est après 36 heures, le token est sorti. Et à l'heure où le token est sorti, enfin, dans les 15 minutes, le token Trump est passé de 75 balles à 30 balles, à 25, pour jamais remonter. Après, ça peut être aussi une stratégie, comme je disais. Trump, comme il a 80%, il fait un peu ce qu'il veut, mais sur les 20%, il a peut-être un gros pourcentage là-dessus. Il lance le Melania, lui il vend, enfin tu vois, il vend à balle, enfin c'est une manipulation, donc ça m'étonne, je dis pas que c'est le cas, mais ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit son équipe qui revende à balle pour remettre le coup de Trump plus bas. Et se faire maximum de thunes, et après le Melania lui va rapporter de l'argent, surtout quand il entre sur le marché, quoi. En général ça monte de ouf, et puis après hop ça descend, et puis... Malheureusement ça n'a pas si bien marché. Non, ok, je vais même pas regarder, enfin ça a provoqué le crash de tout, et puis retour à la normale. Voilà, retour à la normale, et puis depuis on est vachement dans le rouge, donc Et petite question, comment est-ce que ce nom-là était disponible, Trump, tu vois, dollar Trump? Mais il dépose rien, je pense. En fait, il faut savoir que ça a dû exister. Il faut savoir que sur la blockchain, t'as pas de nécessité. Enfin, tu peux avoir des doublons. Ah, d'accord. Toi, tu peux créer la Trump demain, mais par contre, personne va te l'acheter parce que t'es pas bien Trump. sûr. Ah, ok, je pensais qu'il y avait quand même un truc par rapport au nom. Non, en fait, ça va être par rapport à l'identifiant du smart contract, plutôt que vraiment au nom. Je pense que tu pourrais prévoir dans ton smart contract, effectivement, de changer le nom d'un token. Mais non, en fait, il n'y a pas
n'y a pas de nécessité d'avoir D'accord. la priorité, mais effectivement, c'est une bonne question. Et je pense que tu as raison. Il y a dû y avoir plusieurs même crypto-Trump qui existaient avant la crypto-Trump originale. Par contre, tu vois, là, il doit y avoir Baby Trump maintenant. Ouais, d'office. Mais quand tu lances une crypto, tu dois, pour atteindre le maximum de personnes, tu dois évidemment la mettre sur les plateformes d'échange, genre Binance, etc., Kraken, etc. Et pour ça, ces plateformes-là, comme c'est centralisé, ils te disent OK, qui tu es, c'est quoi ton projet, etc. J'ai des amis j'ai un pote qui, lui, a créé une crypto. Et lui, il voulait être listé. Il a été listé sur Bybit, je crois, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement, mais bref, un truc pas Binance, quoi. Et il voulait être sur Binance pour vendre le token et pour avoir plus de légitimité, que les gens viennent plus, etc. En acheter. En tout cas, il y a plus la possibilité d'aller en acheter. Et apparemment, c'est la galère, quoi, pour se mettre là-dessus, tu vois. Et donc, du coup, Trump, en soi, il dit, c'est moi Trump, c'est mon même coin, tu vas le mettre sur Binance et tout, point. Tu vois. Il a été sur Binance, tout à fait. Il est partout, directement. tu vois. Il est sur toutes les plateformes, tu vois. Il a mis dans les 36 heures, en fait, il a rempli vraiment toutes les étapes qu'une crypto remplit dans son explosion en plusieurs mois. Et il s'est retrouvé, c'était le deuxième shitcoin en termes de market cap du monde, alors que et le premier c'est le Doge. Toujours. C'est toujours... il devait faire un peu d'ombre à Elon alors. C'est ça, mais en fait les gens étaient là en train de dire en fait le Trump va remplacer le Doge, et non, c'est pas arrivé. Main dans la main. La communauté Doge est beaucoup trop solide. Enfin, toi, c'est une communauté, hein. C'est pas une tokenomics en soi et un projet intéressant, loin de là. Justement, c'est un même coin, mais je veux dire, la communauté en soi, elle existe depuis tellement longtemps. Ouais, après, ça se construit aussi. C'est ça. Ça pourrait. Ça ne m'étonnerait pas que le coin de Trump dépasse ou. Enfin, voilà. Ouais, le temps, en fait, équivaut en tout cas à la notoriété d'un Doge, quoi. D'un Doge, quoi. En fait, il faut. Voilà, là, je suis sur la page du Trump. Donc, il vaut $18 maintenant. Ah ouais, donc il a encore un peu diminué. Il a pris cher. À sa sortie, il était valorisé à $7, donc à peu près comme je vous ai dit. Et c'est toujours la 34e crypto du monde. Incroyable. Donc, elle est sur et ça, c'est dans les 24 heures ou c'est sur le... Non, c'est plus son existence. Là. Ouais, en fait, c'est en termes de market cap par rapport à toutes les autres cryptos du monde, c'est la 34e plus grosse. Et c'est combien de valorisation? C'est 3,6 milliards de valorisation. C'est hallucinant. Et il y avait une interview, Trump faisait un discours à un moment et quelqu'un lui a posé la question dans le public, genre qu'est-ce que ça vous fait le Trump là, ça vous a rapporté de l'argent et tout. Et il a dit, enfin il faut voir l'interview, aller voir sur YouTube ou quoi, mais il dit vraiment genre à la Trump quoi, je sais pas, j'ai pas regardé c'est combien la valeur et tout. Et donc il lâche, mais c'était au moment où c'était bien. Et, enfin bien cher, et il lâche, je sais plus moi, autant de milliards, et il fait c'est pas assez. Et voilà, donc là il a 80% de ça. Il a 80%. Il a a priori un compte épargne avec 80% de 3,6 milliards. Ok. Et c'est monté à 30 milliards alors récemment. C'est monté à 15 milliards. Donc t'imagines, tu lances ça, il a eu potentiellement à un moment 10 ou 11 milliards quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est Trump, un mec, lui. Mais c'est des frais peut-être annuels russes pour sa tour Trump à Las Vegas, quoi, tu vois. C'est quand même énorme. Énorme. C'est pas en termes de quantité d'argent, c'est clair, c'est astronomique. Je veux dire, on touchera jamais ça de notre vie, nous. Tu vois, je veux dire, même sur pluisieurs vies, on n'aura pas ça. Mais bref, c'est un délire, quoi. Mais c'est quoi? Parce que maintenant les plus grandes richesses en milliards, les Elon et tout ça, c'est 400 et quelques. Hein. Elon, là, il a explosé dernièrement. Donc, il n'y a pas longtemps, ça avait été le premier à atteindre, je pense, les 300 milliards. Et là, il a 400 et quelques. Ouais, là, il a 400, 450. Enfin, c'est de la démesure, mec, c'est des pays. Ce mec, il est capable d'acheter un pays, de régler sa dette, et c'est lui qui gouverne le pays. Mais un pays, mec, hein. Toi, le délire, quoi. C'est possible, il a la capacité financière de le faire. Après, je pense que c'est aussi un Elon Musk, par exemple. Lui, je ne sais pas s'il fonctionne en mode je dois faire de l'argent, tu vois. C'est juste il est dans un projet, tu vois. En fait, ces projets sont moi j'ai lu son bouquin là, que l'argent vient, enfin tu vois, mais je sais pas si c'est des gens qui visent l'argent en premier, tu vois. Il a des passions, des trucs, tu vois, un peu de. Après c'est un grand entrepreneur, tu vois, mais voilà, je sais pas ce qui le
si c'est l'argent qui le motive en premier. Donc, tu vois, qu'il est 1 milliard ou 400, je me demande s'il s'en bat. Il s'en fout, je pense. Mais par contre, les 300 milliards de différence, il s'en fout pas et il les veut absolument pour lancer ses roquettes et aller sur Mars. En fait, c'est ça ce truc. C'est que ce mec-là, l'argent, en fait, contrairement à ce que des gens pensent, ce mec, il a jamais rien eu. Enfin, au départ, quoi. Il était en Afrique du Sud. Il vivait dans une famille plus ou moins correcte et tout. Ça allait, quoi. C'est comme nous, je pense. Tu vois. Il était en mode, mais c'était un petit génie, quoi, évidemment. Il a vite créé à 12 ans un jeu vidéo qu'il a revendu $1000 à l'époque à 12 ans, tu vois, le délire, donc tu vois déjà le personnage, et puis après il a créé une société, c'est lui qui a fait PayPal et tout ça, enfin bref, à travers une société qu'il avait appelée X avant, X.com, et puis il est revenu aux sources en rachetant Twitter et en appelant ça X. Mais bref, donc il s'est fait un peu sa fortune, etc. Et avec PayPal, c'était là le déclencheur, c'est que là il s'est fait des milliards de dollars, ou des millions, bref, on est quasi au milliard, beaucoup d'argent. Et là, lui, il est fan de science-fiction, ce mec, mais genre c'est un fanatique de science-fiction. Et pour lui, l'humanité doit à un moment quitter cette terre qui est en train de mourir et que l'humanité, on est le cancer, il est conscient de tout ça et tout. Et lui, au lieu de résoudre le problème là où on est, il se dit, on va aller ailleurs, quoi, tu vois. Et donc là, son vrai combat, c'est ça. Moi, je trouve que c'est trop, tu vois. Mec, tu restes un être humain, calme-toi. Mais voilà, l'argent fait que lui, à mon avis, le fait qu'il ait plein de thunes, c'est vraiment se permettre de rêver de ça, quoi. Pour rêver de ça. Et des sociétés, il en a plein. Il a fait The Boring Company, qui est une société où il fait des tunnels aux États-Unis. Tu sais, il creuse des gros tunnels et alors avec ta voiture Tesla, t'avances. Il y a un traffic jam, donc un embouteillage. Ah oui, ok. Un embouteillage dans la ville. Tu te mets sur la route, il y a des genres de crochets qui attrapent ta bagnole. Il va dans le sol, il se referme et là à 200 km/h, tu vas jusqu'à ton point B, quoi, tu vois. Et donc ça c'est payant, et il avait commencé ça et c'est The Loop et je l'ai essayé à Las Vegas parce que j'ai été là-bas. C'est réel, ça existe. Mais il a juste fait une passerelle, donc il a commencé et dans le livre il dit ouais j'ai commencé mes autorisations et tout et puis l'espace c'est plus important que bêtement les embouteillages. Donc ce projet-là il existe encore, tu peux aller The Boring Company sur internet, il y a un site et tout, tu vois des grosses machines qui creusent des trous dans le sol et tout. Et en gros il a laissé un peu en suspens, bon il peut se permettre ce genre de choses là évidemment. Mais à Las Vegas, il y a un genre de... tu marches, tu as un escalator, ça s'appelle The Loop, tu descends, et il n'y a que des Tesla qui s'arrêtent, j'ai des vidéos, je te montrerai après, qui s'arrêtent sur le côté et tout. Tu prends une voiture gratos, il y a un chauffeur, et lui, il prend le tunnel, mais le tunnel, il est ultra serré, genre, c'est quand même impressionnant, et il trace comme un taré dedans, et alors tu vas jusqu'à au point B et tu sais genre juste faire A, B, C je crois, tu vois. Une loupe, quoi, tu vois. Bref, et donc du coup il a tous ces trucs là et il a tellement d'argent qu'il crée, il innove, mais il va jamais par exemple te créer une société d'assurance qui existe déjà. Lui il est dans un autre délire, lui il veut du grandiose, du truc, et sa mission principale c'est Mars, quoi. Donc, voilà. C'est un peu ça l'idée du personnage. Donc il parle jamais d'argent, il se dit pas là j'ai gagné des milliards dans le bouquin, parce que il y a des écrits tels quels comme il a discuté avec l'auteur. Et il parle jamais de thunes, quoi. Il dit juste là j'ai eu mon premier cachet et j'étais vraiment content parce qu'alors je pouvais faire ça. Et c'est toujours un gars qui fait ça. Il était pas là en mode là j'ai gagné blindé et je suis trop content. Non, c'est pas du tout ça le. Il avance par projet et il fait. Et toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, hein, comme dans Fort Boyard en fait. C'est fou. Bah justement, Elon, il a fait un pas de plus. Vous savez, c'est quoi aussi l'autre ambition d'Elon ? Non. Avec X, pourquoi est-ce qu'il a racheté Twitter justement ? Non, Vous connaissez WeChat ? Non. WeChat, c'est la super app en Chine. En gros, en Chine, t'as pas Vinted, t'as pas eBay, t'as pas Uber, t'as pas de banque, t'as WeChat. WeChat fait tout. Ils ont tout, quoi. Ils ont tout centralisé sur une app. C'est l'application qui appartient à Tencent. Donc Tencent, c'est une des plus grosses entreprises du monde. Donc ça rivalise easy avec toutes les entreprises américaines, etc. Et en fait, ils ont vraiment la main sur la vie de toute la Chine. Tu veux prendre rendez-vous avec ton docteur, tu vas le faire sur WeChat. Tu veux faire un virement, tu vas le faire sur WeChat. Tu veux te commander à bouffer, tu veux... prendre un Uber, aller à gauche-droite, tu veux communiquer avec tes collègues, tu veux postuler un job. Tout se passe sur WeChat. Et donc, ça c'est aussi l'ambition d'un quelqu'un aussi, comme Elon ou comme Trump, c'est de tout pouvoir centraliser pour prendre des frais de transaction sur tout ce qui se passe en fait. Dans ce sens-là. Et donc en Chine, c'est déjà le cas avec WeChat. L'ambition d'Elon Musk, c'est aussi
d'arriver vers ce modèle d'application, parce qu'il l'a dit à diverses reprises. Et donc là, il vient de faire un pas de plus vers ça, puisqu'il a annoncé, il a intégré une solution de paiement directement à Twitter, ex-Twitter, maintenant X, où donc tu peux envoyer de l'argent via Twitter grâce à Visa et Mastercard. Et d'office qui va mettre les cryptos dessus. Et effectivement, il l'a un peu teasé sur ses réseaux sans en dire vraiment plus, mais il a dit je me demande quel est le système de blockchain pour c'est vers un autre utilisateur ou dans un commerce je pense que je pense qu'à partir du moment où tu utilises X, on sait soit t'envoyer, soit tu sais payer probablement. Je me suis pas penché sur les détails. Pour l'instant, c'est l'annonce qui a été faite. Je sais pas si l'implémentation est déjà complète. Mais donc l'idée, c'est que tu vas pouvoir naviguer sur X et envoyer un tips, probablement payer un article. Sur Insta, il y a déjà quelque chose comme ça ou pas du tout? J'ai l'impression que il y a des produits où tu peux acheter. En fait, je pense que sur Insta, c'est plus tu vas avoir une redirection vers un tiers service. Ah ouais. Donc tu vas dire ok, achetez ça par exemple. Un truc un peu officiel, tu sais, où tu as un lien, tu peux cliquer. Mais je pense que en fait c'est juste, ça te permet de lister des articles. Mais la vente, tu la fais pas sur Insta. Là c'est vraiment différent. Après c'est à vérifier. J'irai regarder. Mais c'est vrai que tu as raison. Il y a ce côté boutique déjà qui existe. Parce que Zuckerberg aussi a un grand projet. Tu vois, s'il veut. Bien sûr. Centraliser les WhatsApp, les trucs. Je pense qu'ils sont en Oui, c'est les concurrents, clairement. Sinon, on en parlait l'autre fois. DeepSeek. Tu sais ce que c'est DeepSeek? Ouais, je l'ai vu passer. J'ai pas utilisé, mais je sais. Moi, en fait, j'avais utilisé avant que tout le monde en parle et je l'avais raconté dans le dernier épisode du podcast. Et j'avais dit c'est nul, ça marche pas et tout. Sauf que, évidemment, je suis un grand visionnaire. Donc, 3 jours après, DeepSeek a fait crasher Nvidia, tous les marchés américains et la crypto. En fait, la folie dans DeepSeek, c'est que ça obtient pratiquement les mêmes résultats que ChatGPT pour un centième du coût. Et c'est là que c'est là qu'est la prouesse, c'est que depuis quelques temps là, il y a des gros investissements qui sont faits en termes de cartes graphiques, en termes de data center, etc. pour pouvoir entraîner toutes ces nouvelles IA qu'on est en train de développer. La promesse de DeepSeek, ou en tout cas ce que DeepSeek prétend faire, c'est ok, nous on fait la même chose, mais on n'utilise quasi rien parce que a priori il y a eu un embargo en fait. Les États-Unis ont essayé de faire en sorte que la Chine n'avance pas trop vite dans l'intelligence artificielle, et comme les États-Unis ont un grand contrôle sur la puissance de calcul, les cartes graphiques, etc., ils ont fait en sorte que ce soit difficile pour les Chinois de s'en procurer. Et là, les Chinois sont frère, nous on n'avait pas besoin en fait, c'est bon, on a fait sans. Maintenant, j'entends à gauche, à droite des trucs en fait. Ils n'ont pas vraiment dévoilé tous les coûts, etc. C'est à vérifier, mais en tout cas, ça a fait paniquer les marchés. Et tout a pris une grosse claque dans la gueule le jour où ils ont dit voilà, DeepSeek, c'est là, ça coûte autant. Mais moi, j'avais été aussi filmé il y a quelques mois, un mois et demi à Las Vegas. J'avais été pour filmer le CES, donc c'était le salon de la technologie, quoi. Tu vois, il y avait des milliers d'exposants évidemment et des grosses boîtes. Il y avait tout ce que tu puisses imaginer, avec des innovations de fous furieux. Le mot d'ordre, c'était l'écologie, quoi, tu vois. Et donc, parce que ils développent tous des cartes à puce, de l'IA. Il n'y a que de l'IA, quasi. Des cartes qui permettent de pouvoir faire ça, enfin, des trucs spécialisés, etc. Et l'argument de tout le monde, c'était « et on consomme rien, et ça consomme rien ». C'était vraiment ça, le truc. Parfois, ils te mettaient même des stands, ça à l'américaine, donc des beaux trucs, enfin, des trucs énormes, etc., et avec des plantes et tout. Tu sais, ils jouent à fond avec ça en mode, alors que le mec, il devant une... greenwashing. Enfin, toi, il y a un peu ce truc-là, quoi. Après, j'ai jamais été plus loin, donc je peux pas te dire si c'est vraiment du greenwashing ou quoi, mais en tout cas, on sent que c'est la tendance vraiment dans le milieu tech, et donc IA et tout ça, quoi. Et donc, en arrivant, je pense, DeepSeek avec cet argument-là, qu'il soit vrai ou faux, bon, j'espère vraiment pour eux qu'il est vrai cet argument, et je pense qu'il y a quand même une grosse partie de vrai aussi, parce que sinon, ça n'arrive pas par hasard, quoi. Il y a quand même des gens qui regardent, etc. Mais voilà, ils ont tapé dans le mille, quoi. Ils ont tapé dans la tendance du peuple en disant, voilà, mais nous, on propose ça, et voilà les conséquences. Et ces conséquences-là ont vraiment un impact. Et ça, je peux le dire en te parlant de l'expérience que j'ai eue au CES, quoi. Tu vois. Ok. Donc, c'est ça, le DeepSeek, comment dire, le facteur qu'ils ont utilisé, c'est l'écologie, enfin, moins de ressources, en tout cas. Moins de ressources, ok. Ils n'ont pas directement dit... non. Ils n'ont pas dit, oui, on est plus écologique, c'est juste, on fait la même chose,
on obtient des résultats Mais ça presque coûte moins cher. pareils. Parce que quand tu disais moindre coût, je pensais pour l'utilisateur qui doit. Parce que je sais qu'il y a des versions payantes. Ah non, ChatGPT, non, Mais ça implique du coup en fait Oui, la évidemment. même chose. Aussi. C'est que pour d'accord. l'utilisateur ça va pratiquement rien coûter, mais si ça coûte pratiquement rien pour l'utilisateur, forcément c'est que derrière c'est pas très énergivore. Tu vois, il parce faut que- qu'il gagne quand même encore des sous, quoi, tu vois. Eh bien, on a bien parlé d'actualité. Là. Yes. J'espère que tu t'es pas embêté, Elliot. Non, franchement, très bien. J'espère que tu as appris des trucs. Alors, on va revenir vite fait en Europe, mais très vite, je vous promets. Binance, est-ce que t'as vu Alan ou toi Elliot? J'imagine que non, vous n'avez pas dû voir. Ils sont poursuivis en France pour blanchiment d'argent. J'ai vu la news sur une photo sur On Instagram. suivra ça de plus près. C'est probablement en rapport avec l'entrée en vigueur de Mika. Et peut-être, c'est parti, quoi. Hein. On parlait de Pengu. Tu connais Pengu? Les Pudgy Penguins. Ouais, Tu les connais? Ben, en gros, il avait sorti un token sur Solana. C'est il y a un mois ou deux, non? Ouais, c'est ça, il y a Ok. un mois ou deux. C'était lié à cette chaîne Abstract dont je parlais. Ouais. Abstract, c'est un L2. En fait, tu as Ethereum. Ouais. Donc, tu sais que les transactions, c'est très cher sur Ethereum. Pour pallier à ça, il y a beaucoup de crypto-monnaies, ce qu'on appelle des Layer 2, qui sont en fait une couche supplémentaire à Ethereum, qui permettent Ok. de régler les transactions sur Ethereum, mais pour un moindre coût et à une meilleure vitesse. Par exemple, tu vois, Arbitrum, c'est un L2 parce que si tu veux, il est lié à la blockchain Ethereum, qui Ethereum, elle, est une blockchain principale. Ensuite, les frais que tu connais, que Naïm expliquait, sont ultra élevés pour chaque transaction. Donc, pour pallier à ça, ils ont créé, donc, si tu veux, Arbitrum est une autre blockchain qui a peut-être une autre spécificité que Ethereum, mais ils ont leur propre business, leur propre vision des choses. Mais ils cèdent de la technologie du L1 qui est Ethereum pour pouvoir fonctionner, quoi. Ok. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ça, c'est un L2, quoi. Pengu, qui était lié au Pudgy Penguin, qui est sorti sur Solana, en fait, c'était plus pour teaser Abstract, qui serait donc un nouvel L2 orienté consommateur et orienté NFT. Ah, ok. C'est ça. Ah, NFT. Alors, pourquoi est-ce que j'ai invité mon ami Elliot aujourd'hui? Donc il faut savoir, j'ai rencontré Elliot en 2021 ou en 2022. On n'arrive pas à démêler l'histoire. On a été amené à un moment à collaborer parce que moi j'ai toujours été, voilà, ça fait longtemps que je suis intéressé à la crypto-monnaie, je vous l'ai déjà assez dit, et à la blockchain en général. Et Elliot et moi avons eu l'occasion de travailler sur son projet NFT. Et je vais te laisser en parler, mais c'est vraiment, enfin je trouve que en fait c'est le projet le plus dans l'esprit de la blockchain que j'ai pu voir, mais je te laisse nous expliquer. Pour le projet, donc, ouais, on s'est rencontrés fin 2021. Comment est-ce que ça a commencé? Alors, donc moi, j'avais fait beaucoup de collages, beaucoup de choses, de visuels sur Instagram qui avaient plutôt bien marché. Et en fait, j'avais mis un pied dans les NFT, mais sans vraiment comprendre le pourquoi. Et donc, je m'étais dit, ok, chouette, je pourrais prendre quelques collages que j'avais faits, les mettre et tout ça. Et en fait, je me suis pris un peu une vague de... Bah non, en fait, parce que certaines images, tu vois, ne m'appartenaient pas. Dans le sens où c'était des images du web, des fois c'est des trucs que les gens m'envoyaient, et tout ça, mais c'était pas très clair, tu vois. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je me suis dit non, attends, en fait, là si je lance ce projet-là, il faut que le fond et la forme avancent ensemble. Et donc j'ai trouvé une idée où c'était une série collaborative de 100 collages qui s'appelle Short Circuit. Donc en fait, le parti pris, c'était de faire un par semaine, donc pendant quasiment, je pense que ça avait duré 2 ans, un peu moins de 2 ans, de sortir un collage par semaine où c'était une récolte par les données. C'était un petit peu ça, où c'était des gens qui pouvaient m'envoyer du contenu, tu vois, donc des textes qu'ils avaient écrits, des photos de vacances, des dessins, des photos d'eux, ouais, j'ai vraiment reçu beaucoup de choses, un graffiti d'Allemagne, un arbre du Japon, enfin plein de choses, du contenu. J'avais une boîte mail qui était dédiée à ça. Et en fait, le but était de créer une série de 100 collages donc, digitaux. Donc, c'était il y avait du scan, mais c'était aussi principalement sur Photoshop. Et donc, en fait, voilà, il y avait une forme de projet un petit peu collaboratif, tu vois, que je trouvais assez intéressant. Et puis voilà, on repartageait les bénéfices en pourcentage entre les participants à ce même collage et puis moi pour la création. Donc c'est voilà. trop bien, mec. C'était un petit peu merci, c'était un petit peu ça le projet qui a été rondement mené. Moi c'était vraiment j'ai fait des connexions de fou. J'ai reçu des messages de partout dans le monde, c'était vraiment vraiment chouette. Et puis
En fait, c'est ça qui est trop bien avec la blockchain, c'est que là, la série est là, quoi. Les collages sont là. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes, mais le but n'était pas vraiment là. Le but était d'arriver au bout du projet, de connecter des gens et de le faire. Ce que j'ai fait, donc check, je mets mon... Putain, c'est stylé, mec. Bah, j'étais pas au courant, moi, de ce projet-là. De ce projet, ouais. Bah, c'est voilà, trop bien. Et là, t'en es où, là, dans ce truc-là, donc Dans cette série-là, ouais. elle est finie depuis 2 ans. En fait, on s'était connecté fin 21. Je pense que les premiers dataient de ce moment-là, peut-être de novembre 21 ou décembre. Novembre 2021. Novembre 21, ouais, voilà. Et puis les derniers, je sais pas, peut-être décembre d'après, 1 an et quelques après. Et donc, ça fait 2 ans. Après, voilà, moi, en termes de NFT, j'en ai pas refait. La série est là. Ouais, voilà. On verra. Et l'expérience que tu retiens du fait que voilà, du côté NFT, blockchain et tout, c'est vraiment cet aspect que tu expliquais un peu communautaire, les gens qui s'entraident, qui t'envoient des trucs. Ce que je trouve trop cool, c'est le partage de bénéfices aussi, parce que les l'artiste en soi principal, c'est toi, mais il y a aussi les photos, les gens qui prennent les photos, etc. C'est quoi le truc que tu retiens vraiment de cet univers que tu connais pas hyper bien finalement? Ouais, ce que je retiens, c'est ça, c'est que en fait, on l'a créé ensemble, quoi. C'était une belle expérience, donc c'était un mélange de... Il y a un petit peu de tout, quoi. Il y a des photos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, des couleurs complètement différentes. Puis ça réglait un peu la question du droit d'auteur, quoi, que je pouvais peut-être rencontrer dans d'autres circonstances où c'était des images de Tumblr ou de Google ou de machin. Le fait d'avoir une authenticité sur chaque élément et que chaque photo, donc là par exemple tout à l'heure Naïm me parlait d'une photo, je dis ah oui c'est celle-là avec celui-là, enfin donc je me rappelle plus ou moins des images et tout ça. C'était à 2 ans, donc c'était plutôt une expérience humaine aussi. Et puis il y avait ce côté, comment dire, rigueur, quoi, c'est à dire que je m'étais engagé, je pense que c'était 1 ou 2 visus par dimanche, je sais plus à quel, ou 3, je pense que c'était 2 par dimanche, ouais, il me semble que c'était un truc comme ça. Et en fait j'avais comment dire, je m'étais un peu autodiscipliné à la base du projet, et puis ça m'a tenu pendant un peu plus d'1 an. Donc voilà, c'était une super expérience en termes de... Ouais, et puis aussi de compréhension de projet. On avait fait un petit Discord aussi à l'époque, on avait réglé quelques questions techniques qui moi étaient pas du tout dans mon range de questionnement, et en fait c'était chouette, quoi, de se dire ok, une grande feuille, ok, si je veux faire ça, je dois passer par ça. Et puis au final c'était chouette, on était à 2 avec Naïm, il m'a beaucoup aidé pour les aspects techniques et tout ça. Et puis ouais, j'ai un super souvenir. Et puis quand je regarde les images là, je les aime, je les adore. Ouais, donc, c'est trop bien, mec. Et il y a encore moyen de les acheter là, du coup? Ouais, là je l'ai relisté parce qu'en fait donc sur OpenSea t'as des listings qui sont au plus long de 6 mois. Et donc, quand ce listing expire, ouais, c'est ça le terme, eh ben, il faut le relancer. Donc là, je l'ai remis pour 6 mois. Mais voilà, c'est un truc où je vais le faire un petit peu tout le temps parce que ça se fait quand même assez rapidement. Et puis, c'est chouette d'avoir, si des gens sont intéressés, que le moment où ils le voient, ils puissent participer au projet, quoi. On mettra le Tout à fait. le lien. On mettra le lien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'OpenSea, c'est la marketplace des NFT d'Ethereum. Donc il est listé sur Ethereum, C'est ça. Ouais. Le pourcentage que je récupère est envoyé à une association. C'est quoi l'association du coup? C'est UNRWA qui s'occupe d'aide pour les Palestiniens sur le territoire palestinien. Donc voilà. Trop bien, mec, merci. C'est aussi voilà, comme cette série était là, c'était une chouette occasion de pouvoir aider à mon échelle, quoi. Non, trop cool, mec. Je suis hyper... C'est admiratif, vraiment, c'est cool. Merci beaucoup. On a là quelqu'un, et c'est vraiment un poisson rare, je pense, qui n'est pas entré dans les NFT pour le profit. Ça a le mérite d'être souligné, quoi, en vrai. Clairement, là, c'était pour le coup, c'était vraiment short-circuit, quoi. Il y avait ce truc un peu de connecter avec les gens proches et puis de créer un projet humain / virtuel aussi, parce que c'est des gens, moi des fois je recevais juste un email, quoi, tu vois, d'un truc, donc je sais même pas dans quel pays forcément cette personne est et tout ça, mais voilà, c'était plus quelque chose de connecté, et puis d'aller au bout du projet, de se dire ok, moi je me rappelle les discussions qu'on avait eues ensemble, c'était ok, bon, combien est-ce qu'il y en aurait dans la série? Ok, 100, mais derrière c'est facile d'écrire 100, ouais, mais il faut faire les 100. Tu vois, il faut les recevoir à la matière, il faut...
garder l'étincelle, la flamme allumée, il faut pouvoir le faire. Je me rappelle, j'étais parti un week-end ou 3-4 jours en Espagne. Et je partais un week-end et j'ai pris mon ordi parce que je devais sortir ces collages et finir des Photoshop pour que ça sorte le bon jour. Donc voilà, c'était un petit peu d'autodiscipline, mais ça m'a bien servi et franchement, zéro regret. Trop cool. On a parlé de tes projets NFT, mais en vrai, de ton projet NFT Short Circuit. Mais en vrai, moi, si je te connais, c'est parce que tu étais déjà un artiste avant. Donc, cette esthétique des collages, en vrai, ça a séduit pas mal de gens. On mettra évidemment tes réseaux en description. Comment ça t'est venu ? T'as toujours eu cette âme d'artiste ? Ouais, même gamin, ça dessinait, ça peignait avec la grand-mère, avec la maman, tout ça. Donc, il y a dans la famille, mon père a peint aussi, même s'il a jamais vraiment assumé, mais c'est des trucs... l'artistique qui est quand même présent dans la famille. J'ai fait des études d'infographie en fin d'humanité, donc en 5e, 6e secondaire. Ensuite, j'ai eu un voyage, et puis quand je suis revenu, j'ai fait du graphisme à l'ERG, une école à Ixelles, qui est une sous Saint-Luc, sous-branche de Saint-Luc. Et en fait, c'était super parce que la première année, c'est une école pluridisciplinaire où on essaye plein de choses, quoi. Donc, on va essayer de faire des lettres de typographie en aluminium, en fil de fer. On va faire des installations dans la rue. On va faire un reportage photo. On va faire un livre donc sur InDesign. On va faire de la peinture. On va faire des portraits. On va faire plein de trucs. Et on va faire du collage, tu vois. Donc, on avait commencé aussi à faire des essais comme ça, à se renseigner aussi sur des gars qui ont fait ça de leur vie. Donc, je pense à Jens Ulrich, un gars qui a fait des collages il y a quelques dizaines d'années où il mélangeait des sculptures avec des sportifs, tu vois. Donc ah oui, mais je vois. C'est connu, hein ? Ouais, c'est très connu. Mais tu vois, moi, je connaissais pas forcément ça. Et puis, je vois ça et je me dis, putain, mais en fait, ça tape, quoi. Il se passe un truc, tu vois, il y a quelque chose. Et en fait, petit à petit, après, voilà, c'est aussi Instagram a aussi un petit peu amené ça, c'est qu'un jour j'en fais un par hasard, vraiment un truc je vois une image qui vient, je me dis putain attends ok, et c'est si tu la retrouves c'est sur au fond de mon Instagram, mais c'est une méduse avec une explosion, tu vois. Ouais, je pense que et en fait les deux images sont coupées et j'étais là genre waouh, j'étais hyper fier. Une fois que je l'ai fait, pomme S, waouh, et puis je la poste un peu parce que à l'époque, ce Instagram-là était plutôt perso, quoi, avec les amis, quelques gens que j'avais rencontrés dans mon voyage et tout ça. Et donc, je vois, j'ai plein de retours positifs et tout. Et j'étais là, genre, waouh, ok, mais j'ai trop kiffé, en fait. Et puis, la quête a continué. Et puis, après plusieurs années, j'ai eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Donc, il y a eu la série collaborative qui a permis un petit peu de clore entre guillemets le collage digital. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, je pense pas pour le moment, mais donc voilà, là je suis plus dans un mood de peinture en ce moment, mais voilà, on sait pas ce que... C'est ça, donc t'es dans un mood de peinture, t'as exposé dernièrement tes peintures. Belle transition. Lors de... On a un pro ici, hein, non, c'est vrai carrément. Roméo Elvis a fait une expo, il était curateur, c'était il y a 3 mois je pense, fin octobre, 3-4 mois. Et donc lui on se connaît, via, c'est un pote, un bon ami quoi, tu vois, et il m'a appelé en fait en me disant il avait déjà vu quelques stories que j'avais mis où je mettais des peintures mais sans vraiment en parler, où c'était juste des petits trucs. Moi-même, par rapport au réseau, beaucoup de questions, je sais pas comment vraiment communiquer, la nécessité des réseaux, donc je suis toujours un peu torturé par... T'as un beau compte, mais c'est pas un outil où tu te dis je peux compter là-dessus pour... Ouais, je pense que si... En fait, je pense que ça peut aider à pousser un projet, mais c'est en fait, quand j'y suis sans projet particulier, j'ai l'impression juste de perdre du temps et le temps où tu scrolles, tu peux en fait, tu vois, peindre ou lire un bouquin ou aller te balader, voir une expo. Moi, ça me fait du bien de me retrouver face à la peinture, quoi. Tu vois, donc atelier, musique sur les oreilles, puis rien, quoi. Tu vois, pas d'écran, pas de trucs. Peut-être c'est un peu la manière de... Ouais, il y a eu beaucoup d'écrans, beaucoup de Photoshop, beaucoup de choses pendant tout un temps. Donc là, c'est un moyen de... Contrebalancer. Contrebalancer. Et puis c'est...
ouais, c'est une porte ouverte, mais c'est infini, quoi. Donc, Et l'expo, elle était où l'expo était au Sablon, donc voilà, oui, c'est ça. C'était donc Roméo a invité 7-8 artistes, je pense, Ok. des Belges, des Français, et c'était donc lui peint en fait, avait fait une proposition de, je crois, une dizaine de peintures, une série sur les pieds, quelque chose d'un petit peu peinture un peu naïve avec des aplats de couleurs et tout ça. Ok. Et donc en fait ça s'appelait BXL Pop Naïf, je pense que c'était ça le nom de l'expo. Et donc lui était curateur, il a eu cette opportunité là, et donc il a invité 6-7 personnes qui ont un petit peu les mêmes certains codes qui lui ressemblent, quoi. Donc que ce soit dans ce côté un peu naïf, le côté un peu coloré, voilà, un petit peu des attraits comme est sa peinture. Et donc il m'a appelé à ce moment-là, c'est ça que je finissais de dire, et il m'a dit ouais, écoute, j'ai eu cette opportunité là, je me rappelle, enfin il avait vu quelques peintures un petit peu en scred sur les réseaux, et il m'a dit est-ce que ça te dit, j'ai dit ok, et puis ça s'est fait, et là c'était vraiment pour le coup hyper chouette, quoi, tu vois, d'avoir cette proposition là alors que j'étais entre guillemets enfermé dans l'atelier, enfin Ouais, je vois. les peintures l'étaient, quoi, c'est à dire que j'avais aucune ambition de ok, ça à un moment ça va sortir, enfin si l'ambition tu l'as un petit peu lointaine, mais de se dire ok, c'est possible rapidement, quoi. Et en fait bah, c'était chouette, ça a duré 2 week-ends, c'était ici à Bruxelles dans le centre au Sablon, et puis ouais, ça me donne envie pour l'année prochaine. Là je suis en train de peindre à fond, c'est de réfléchir aussi à l'espace en tant que tel, donc bosser sur des objets, sur des choses, que ce soit une vraie expérience un petit peu pas immersive en mode tout, tu vois, mais qui ait des petits rappels qui fassent un petit peu sortir la peinture dans l'espace. Et donc voilà, j'espère peut-être pour septembre prochain avoir un local, un espace. Putain, trop bien, mec. Trop bien, on continuera à suivre de toute façon et à diffuser les choses. Merci. Pourquoi est-ce que tu as voulu relancer du coup ta collection dernièrement? C'est quoi qui t'a donné envie? Mais en fait, ça a démarré, je pense, avec le gars qui m'avait acheté un des NFT et où je lui avais promis, ouais, il y a un an, je vais t'envoyer ce papier print, enfin ce print en physique. Et j'étais passé complètement à autre chose. Je suis retombé sur ce truc-là. J'ai dit, ah ouais, putain, je dois faire ça. En m'apercevant que sur le OpenSea, les listings avaient expiré. Donc je me suis dit, bah, ça peut être chouette de relancer un petit peu ça. Et puis bah, voilà, il y a quand même le côté où bah, si je fais une vente, ça va aussi à l'association. Donc je me suis dit, allez, d'une pierre deux coups, bah, je repartage un peu en story et tout ça. Et puis voilà, mais la série a changé, il n'y en aura pas un en plus. J'aurai peut-être un jour un autre projet de NFT, mais en tout cas, enfin ça, c'est même pas dans ma tête, mais je veux dire, c'est pas du tout une... je suis pas fermé tu te l'interdis pas, quoi. Non, je me l'interdis pas du tout. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose avec du sens, quoi, et qui soit, enfin voilà, quelque chose qui me parle et qui, ouais, comme je dis, qui fasse sens. Du coup, t'as pas vraiment de regard sur le marché NFT actuel, ça t'intéresse pas, quoi? Actuellement, non, je suis pas. Bah, je me connecte de temps en temps sur OpenSea et je regarde un peu les trending, mais d'un œil, enfin même pas vraiment intéressé, quoi. Je me souviens, c'est toi, hein, tu t'aimais bien les low effort punk, non? Ouais. Ça me faisait trop rire. Mais parce que, ouais, ça c'est un truc, c'est marrant, mais j'en ai encore une vingtaine, je pense. Et là, pareil, le gars, en fait, il a fait un peu un fuck à toutes les grandes collections de... Bah là, c'est un truc... et c'est aussi un petit hommage au CryptoPunk, c'est ça le nom? Ouais, je c'est dis ça. pas de conneries. En fait, il a fait une série de 10 000, donc à la main, et chaque visuel est fait en moins d'1 minute. Tu vois. Ah, nice. C'est con, tu vois, mais en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est quand tu respectes les contrats, tu vois. Ouais, Et que, en fait... Je lui avais même posé la question sur Discord, il était hyper accessible. Et je lui dis vraiment moins d'1 minute. Bon, après, c'est pas du grand art. Quand tu vas le voir, tu vas te dire bah, j'aimerais forcément. bien voir, ouais. Mais et en fait, il y a une communauté de fous derrière. Les gens, ils sont trop chauds. Et ouais, ils disaient non, mais t'inquiète que même des fois, c'est 15 secondes. Hein, tu vois, quand tu vois les trucs. Mais moi, ça me fait kiffer quand. Enfin, il n'y a pas de mensonge, quoi. Tu vois, le mec, il annonce quelque chose. Puis ils l'ont fait. Puis les gens sont là derrière.
Et il a sold out, ouais, bien sûr. Le fait que tu en aies acheté, est-ce que tu as vu aussi le côté un peu esthétique que tu as kiffé ou c'est vraiment que le côté... Enfin, toi qui es artiste, quoi, tu vois, le côté organisation, comme tu viens de l'expliquer. Mais non, je pense que là, j'en ai acheté, c'est vraiment l'accessibilité, quoi. C'était zéro... Enfin, ça coûtait vraiment rien du tout par NFT. C'était un truc, je crois que c'était 0,01. Ouais, ok. Tu vois, quand il les sortait. Et puis, bah voilà, il y a aussi enfin, tu vois, le truc où je me dis, bah, j'en achète 20, tu vois, j'en ai déjà vendu 2 ou 3, donc je suis déjà, disons, remboursé. Et puis, si un jour, bah, le truc augmente un peu, bah, je pourrais quand même espérer, enfin, c'est quand même, là, dans ce but-là, je suis pas là que pour l'esthétique, si je peux, tu vois, faire un petit billet, bien sûr, pas un billet, mais tu vois, genre, bah, si, c'est moins de gagner. Mais aussi, je me sens... Enfin, il y a ce truc un peu communautaire, quoi, ouais, qui quand même, mine de rien, prend le dessus parce que j'aurais pu déjà tout vendre depuis, tu vois, mais dans le Discord, tu vois que ça fait 3 ans, 4, et les gens, ça papote tout le temps. Et ça me fait kiffer, tu vois. Tu sens qu'il y a un côté un peu authentique et vraiment, ouais, où la communauté, enfin, ouais, il y a un vrai esprit un peu de groupe. Bon, là, je suis un peu moins sur les Discord et tout, mais je me rappelle qu'à l'époque, c'était... Enfin voilà, le mec, 0,01, c'était ok, tiens, prends. Quoi. C'est vraiment stylé. Et ça a quoi. fonctionné. Quoi. Mais c'est marrant de voir ton point de vue, en fait, hein, d'un artiste clairement bien établi. Et alors le côté premier pas dans la blockchain et ce qui te fait kiffer, quoi, en fait. Et je trouve que ce que tu dis là, c'est moi ce qui me fait kiffer aussi sur la blockchain, c'est clairement ce que tu as pu remarquer, quoi, tu vois. Et bon, quand on revient sur les news qu'on a pris de Trump, tout ça, tu vois que eux salissent vraiment ce truc-là, je trouve. Tu vois, en tout cas, ils pervertisent ce truc, quoi, tu vois. Et ça, moi, ça me dérange fortement parce qu'à la base, je trouve que c'est vraiment fait pour ça, quoi. C'est des organisations décentralisées, personne ne se connaît, on se connaît tous à travers un truc en commun, que ce soit un NFT, un délire, une communauté, un truc, tu vois. Et ça, je trouve que c'est genre génial parce que personne ne gère vraiment ce truc vu que c'est décentralisé et à la fois tout le monde se comprend et tout le monde s'entend, tu vois. Ouais, à fond. Et là, c'est à travers l'art, donc c'est juste génial, quoi. Non, mais c'est trop cool, franchement. Le vrai peer-to-peer. Ouais, vraiment, on est sur du exactement. vrai peer-to-peer et tu l'as bien compris alors que t'es novice et ça, c'est trop cool, quoi, tu vois. Donc moi, j'invite vraiment les gens à faire un peu comme Elliot, quoi. Enfin, si t'es pas artiste, tu fais si t'as envie, bref. Mais je veux dire plus ce côté interaction, acheter un NFT que dalle pour voir un peu ce que ça te permet de pouvoir faire, rencontrer des gens. Tu sais, c'est des opportunités, quoi, tu vois. Ça peut être aussi des opportunités à travers un sujet qu'on kiffe tous, enfin que toi tu kiffes et que d'autres gens kiffent. Vous vous retrouvez tous à un même hub virtuel d'un sens parce que ça reste un Discord, mais on a tous le même droit de propriété à travers un NFT. Et voilà, quoi. Je crois que ça peut juste créer que des opportunités et des trucs comme ça, tu vois. Et donc c'est trop cool, quoi. Très très bien. Je vous propose qu'on finisse par un petit jeu. Vas-y, let's go. On va parler de NFT. Ce sera moins le juste prix que l'autre fois. Ok. Parce que cette fois, c'est un vrai ou faux. Ok. Ah, ok. Le but, c'est qu'on apprenne des choses. Donc, Il y a un buzzer je vous expliquerai. En fait, vous allez répondre tous les deux aux mêmes questions. Je vais vous demander si vous avez à tous les deux de sortir votre téléphone. Ah oui, et on met vrai faux en monte. Le thème d'aujourd'hui, c'est un vrai ou faux. Moi, j'ai pas été aussi original que les autres jours. J'ai pas trouvé de nom spécifique au jeu. C'est un vrai ou faux sur le NFT. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. C'est parti. Je vais lire les questions, évidemment, pour ceux qui nous écoutent. Et c'est parti dans 3, 2, 1. Le NFT le plus cher jamais vendu a atteint 91,8 millions de dollars. On est sur du 50-50. Et c'est quoi la réponse ? Et la réponse, c'était vrai. Et voilà, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Alors, pour combien de millions ? 91,8 millions de dollars. Ça me paraissait tellement énorme. Non, en fait, on a Beeple qui, effectivement, a fait la vente la plus chère. Donc là, toi, tu as 2 points directs parce que t'as un point bonus. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais si vous m'apportez des petits faits, des infos en plus, bah voilà, ça vous donne des bonus et c'est ce dont je voulais vous parler. Donc en fait, ces 91,8 millions, ils ont été récoltés sur une édition.
Tu sais ce que c'est une édition? Ouais, ouais. Enfin, un NFT qui sort sous forme d'édition. Donc, Ouais. c'est une œuvre, mais qui peut être mintée un nombre infini de fois dans la time frame donnée. Donc, cette édition, on a vu, vous avez vu la photo, enfin, c'était la photo, c'était The Merge. Ah oui, ok. Ah, Donc- j'ai même pas fait attention. Donc, c'était... Oui, en fait, à chaque fois, vous allez voir ici sur l'écran les NFT dont je parle en général. Donc, cette édition a été vendue tellement de fois et elle a généré 91,8 millions de dollars. Tu avais raison, Beeple, c'est bien l'artiste qui a vendu le NFT le plus cher. Ok, en En single, une fois. enfin, En une ok. seule vente. Question suivante. Le premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, s'est vendu pour plus de 50 millions de dollars. J'étais au courant qu'il avait vendu son tweet. Attends, donc là, ça veut dire que ça, c'est la bonne réponse? Ouais. Ah, mais mec, horrible. J'étais au courant qu'il avait... Donc, j'ai encore Ça faux. me paraît un peu beaucoup. Hein, quand même. Effectivement. Bah, je sais pas, avec les 93 millions, Ouais, bien sûr, bien vas-y. sûr. Eh bien, il s'est vendu seulement pour 2,9 millions Ah, ok. en seulement. 2021. Mais il faut savoir, fait très marrant, que la personne qui a acheté ce tweet en NFT, essaye de le revendre aujourd'hui, il n'y arrive pas. Ah, je suis mort. Donc Ah, horrible. voilà, c'était un vrai investissement à perte. Question suivante. Un NFT de CryptoPunk s'est vendu pour plus de 20 millions de dollars. Oui, c'était vrai. Ah, j'ai quand même... 23,9 millions, 23,7 millions en février 2022. Il a un seul trait. Il avait un seul trait. Donc il Alien, était rare parce que il avait un seul trait. trait qui le caractérisait. Et il faut savoir que dessus, il y a eu des offres à 113 millions qui n'ont pas été acceptées. Pour information, Ikane est en streak. 3 bonnes réponses d'affilée. Alan... Une bonne réponse. Une bonne réponse. Question 4. Un terrain virtuel dans le métavers s'est vendu plus cher qu'un vrai appartement à New York. C'est tout à fait vrai. Ah, voilà. Ça s'est vendu pour... il y a des Ça, parcelles- c'est il y a fou, plusieurs quand même. parcelles sur Decentraland et de Sandbox. Ouais. Donc de Sandbox, c'est un espèce de une grande plateforme Minecraft sur laquelle tu peux acheter des terrains et faire des jeux. Pas terribles en général. Ok. Et donc il y a une de ces parcelles, enfin plusieurs parcelles rassemblées qui rassemblées. sont vendues pour aussi cher qu'un appartement. Alors À New York. à New York. Oui, Parce qu'il y a un appartement... Ouais, c'est vrai. Vous avez tous les deux bien répondu sur celle-là. Et on est parti pour la suivante. Bored Ape Yacht Club est la collection NFT la plus chère de l'histoire. Bravo. C'était quoi C'était la quoi? Ah, ouais, t'as la réponse? CryptoPunk. Bah ouais, les CryptoPunks. Mais ça m'a fait hésiter parce que je sais qu'ils sont plus hauts, mais Ils dans ont été... l'histoire, ouais, ils ont. En fait, je pense qu'ils ont peut-être réussi à le dépasser À un moment vite donné, fait quoi, de temps en temps, ouais. mais en soi, un CryptoPunk C'est 10 fois plus... est toujours plus ouais. cher qu'un Bored Ape. Donc vous avez tous les deux la bonne réponse. Question 6. Des baskets NFT ont été vendus pour plus de 100 000 $. C'est tout à fait vrai. D'office. Ouais. Ça, je... 100 000, T'as mec, ouais. t'as un sans faute, toi, en vrai. J'ai hésité. Le produit NFT, là. Ouais, ouais. Regarde-le, J'ai là. un sans faute, ouais. Et il complète en plus les Ah, faut- infos et tout. Alors là, c'est CryptoPunk. Attends, mais tu vas voir à la fin. Mais ça j'avais pas l'info. C'est un peu du pif. Et alors, fun fact, on en a parlé l'autre fois, mais t'étais pas là. Donc, Artefact, c'est une marque qui a été rachetée par Nike, qui faisait des items dans le métaverse. Ils ont fait des millions de dollars avec cette marque. Et là, comme ça marche un peu moins, ils ont dit non, c'est bon, on arrête. Donc voilà, hein, on continue sur le sans faute de Ikane. Question 7. Un NFT de chat animé, le Nyan Cat, s'est vendu pour plus de 500 000 $. C'est tout à fait vrai. Pff, quand même, hein. Ouais. cinq- J'ai hésité, mais... Ouais, moi putain, aussi, moi 500 aussi. 000 $, mais les gens sont malades. Vous avez un guess pour le prix exact? Bah, moi, je dirais 580 000. Ouais, j'allais dire 576 000, vraiment. Ouais, c'est Alan. Ouais 590 000. Donc Ah, ouais. on aurait pu dire pour presque près de 600 000 $. Ouais, c'est plus ça. C'est ouais. On est incroyable. plus ça, ouais. Question 8. Beeple détient le record de l'artiste NFT ayant vendu le plus grand nombre d'œuvres.
Et non, c'est lui qui a vendu le plus cher, mais c'est pas lui qui a vendu le plus. Et c'est qui? C'est PAC. Ah ouais, PAK. ok. Putain. Eh bien, c'est pas perdu, hein. C'est pas perdu, Mais mais bon, il faut qu'il joue mal, quoi. Et que Ouais. moi, je joue bien, du coup. Il faut qu'il y ait une C'est ça erreur. qui est un peu chiant. Il faut qu'il y ait une erreur dans son chef. Question suivante, il en reste 3. Un NFT de Rolex a été vendu pour plus de $1 million. Ah merde, il a eu... J'ai mis vrai. Eh non, c'était faux. Il y a C'est des quoi NFT de montres qui sont vendus très cher, mais Rolex n'a jamais vendu de NFT. Tant pis. Ah, c'est ça le truc. Ah, ouais, c'est ça. Parce qu'il nous a mis, oui, pour ceux qui voient pas, évidemment, il nous a mis une belle petite photo de Rolex. Elle était stylée en plus. Ouais. Bon, il y a des gros motifs, il a d'office tout ça. Ouais, mais non, elle est vraiment listée sur internet, elle coûte 12 000 balles. Et donc c'est Ok, quand même. c'est une Rolex avec un mutant derrière le cadran. Question 10 sur 12. Un NFT a été envoyé dans l'espace. Bah oui, Ouais, hein. d'office. Et c'est qui l'a fait? Bah, le Nmez office. Bah oui, bien mais c'est sûr. quoi le NFT? Il a envoyé un NFT dans une... Ok. Mais il avait aussi envoyé il y a longtemps déjà, mais une Tesla dans Ouais. l'espace. Et Je crois d'ailleurs, je crois qu'il y en a une. il y a quelques semaines, il y a un étudiant qui a Oui, cru J'ai avoir vu ça. découvert un nouvel truc. astéroïde. Il a envoyé son truc, etc. Au début, ils l'ont pris au sérieux. Ils ont fait putain, ça craint et tout, il va peut-être nous tomber dessus. Et puis, ah non, ça va, c'est une Tesla. C'est une bagnole. Quel délire. Enfin, l'être Donc, humain est malade. elle est toujours en orbite. En fait, il voulait l'envoyer près du Soleil, mais il a raté son coup. Et donc, elle est toujours en train de tourner autour. C'est un déchet, quoi. Un Ouais. déchet, tu sais, horrible, quoi. Comme les millions de déchets qu'il y a déjà. Alors, là, ça va être compliqué. Ouais. À mon avis, ça va Il être chaud reste pour moi. 2 questions. Des NFT ont été utilisés comme tickets pour des concerts et événements. D'office. Enfin, je disais, mais tu étais d'office au courant. Enfin. Ouais, mais je sais que Sofiane Pamar, par exemple, il avait fait un truc où tu avais accès à. Il avait fait une collection où tu avais accès au backstage ou à des concerts. Ah ouais, ok, donc, trop bien. Il y a The Weeknd aussi qui voilà. s'en est servi pour sa tournée et également Coachella. Ok. Ouais, voilà, tu vois. Mais ça, c'est... Voilà. Je me demande si la F1 a pas fait des trucs comme ça. Tout à fait, mais c'est un des vrais use cases des NFT, c'est que ça peut permettre de remplacer tout un tas de Ouais, choses. de ouf. Et t'es Mhm. sûr aussi de l'authenticité. C'est comme Exactement. un ticket, tu peux l'imprimer, il y a encore moyen de faire quelque chose, mais un NFT, t'as pas le choix. Tout tu dois à fait. l'acheter. En plus, tu peux vérifier la propriété, chose que tu peux pas faire avec un bête Ouais, ticket, c'est quoi. ça. Alors, la dernière question. Un NFT de Snoop Dogg s'est vendu pour plusieurs millions de dollars. Oh, c'est faux. Eh Mais oui, il y avait pas une. Non, on s'est fait niquer. Putain, mais non, mais moi je me suis fait niquer. J'aurais dû Moi aussi. répondre faux parce Ah que. ouais. Non, mais non, c'était mort, je crois. Ouais. Mais il y avait pas un truc. Il parlait pas de ça il y a pas longtemps. En fait, un truc de NFT avec lui. NFT. Snoop Dogg est un grand trader de NFT. Ouais. Et il est très actif, mais il n'a jamais. Ok, il n'y a bon. pas de NFT Il de me semblait Snoop bien. Dogg Ouais, c'est ça. qui s'est vendu. Très bien, très très bien. Bon voilà, c'est une victoire, pas vraiment sans appel, mais c'est quand même Elliot qui part gagnant. Ouf. Bah, quand même, hein. 9143 points. Et moi 6800. Allez, 7000, on va dire. Ah, ça va. Vous avez pas à rougir de votre prestation. Il y avait quelques questions pièges. Bah, il évidemment. était chouette ce quiz. Il était Très sympa. chouette. Alors, je suis très heureux de vous avoir accueilli autour de cette table aujourd'hui, chez Future Groove d'ailleurs, qu'on n'a pas Yes. qu'on n'a pas remercié quand on a accueilli Senamo, mais on est accueilli par Future Groove. Nous sommes aujourd'hui le 3 février 2025. C'était le 6e épisode de Époque. On était avec Elliot aka E-Kane, avec toujours Alan autour de la table. Yes. On vous souhaite une excellente fin de peu importe le moment qu'il est. Et on vous dit à dans 2 semaines. Salut Ciao, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.